Everyone. My name is Jeff Schiffer, and I'm going to be hosting the webinar for you all today. Very excited. I'm the Moi, je suis executive director Jeffrey at Native. Schiffer. Je suis directeur exécutif de Native Child and Family Services of Toronto. Je suis, du point de vue de mes antécédents, métis et allemand, et je vais parler de la pratique autochtone tenant compte des traumatismes comme outil de réconciliation. Je sais qu'il y a des gens qui participent dans de différents sites, mais je voulais commencer par reconnaître le territoire sur lequel je suis aujourd'hui à faire ce webinaire. Ici, dans la ville de Toronto, il y a beaucoup de gens autochtones qui ont des connexions à cette terre et je voudrais reconnaître, si vous êtes Wendat, je voudrais reconnaître les Mississaugas, les 6 nations des Mississaugas et aussi les autres peuples autochtones pour pouvoir bien commencer. Donc, je veux commencer. Donc, je veux parler des objectifs que j'espère pouvoir couvrir aujourd'hui. Je veux commencer par fournir d'abord un contexte pour notre discussion, pourquoi c'est tellement pertinent de parler de la pratique autochtone tenant compte des traumatismes dans le contexte de la vérité et de la réconciliation. Je veux parler des peuples autochtones, mais non seulement. Désolé, problème technique, inaudible. Et nous devons comprendre ce que nous voulons dire comme traumatisme autochtone. Et puis après cela, je vais vous présenter la pratique autochtone tenant compte des traumatismes et nous parlerons de quelques-uns des outils et des approches dans des situations cliniques et non cliniques avec des personnes autochtones. Après cela, on va parler un peu de réconciliation qui a à voir avec la réconciliation et qui peut mener à de différents résultats qui sont importants dans le travail que nous faisons. Désolé, il y a des problèmes d'audio et je vais parler plus lentement. Donc, espérons que vous puissiez voir que je vais faire la clôture de la présentation avec une petite conclusion et nous amorcerons une conversation après cela. Bon, ouvrons la voie et parlons de la raison pour laquelle c'est tellement essentiel de parler de la pratique tenant compte des traumatismes. Donc, c'est important de prise, mais je pense que pour moi-même et beaucoup de personnes autochtones et beaucoup d'autres personnes en général, c'est important, hein, parce que le Canada demeure profondément meurtri par notre histoire collective et le contexte de colonisation contemporain. Il y a eu beaucoup trop de temps de colonisation et de pensionnat au Canada et c'est suffisant de dire que beaucoup de personnes aujourd'hui continuent à être impactées par cette histoire de façon mesurable. Et c'est important aussi de remarquer que ce contexte n'est pas unique au Canada, que nous avons une communauté autochtone dans le monde entier qui veut des outils et des approches autochtones pour aborder les traumatismes et ceci se fonde aussi sur la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. C'est pertinent aussi parce que je fonde aussi sur la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. C'est pertinent aussi parce que je pense que nous arrivons au moment où nous commençons à reconnaître que ces approches et ces outils affectent non seulement les autochtones, mais aussi les peuples qui ne sont pas autochtones. Nous le voyons de plus en plus. Alors, par exemple, nous commençons à trouver que tout cela fonctionne très bien avec les nouveaux Canadiens qui viennent, par exemple, de situations d'oppression et qui ont vécu des traumatismes. Donc, que vous soyez en train de travailler avec des personnes autochtones ou non autochtones, ces outils et ces approches sont pertinentes probablement au travail que vous êtes en train de faire. Alors,
Dans le pays du Canada, nous savons qu'il y a des problèmes qui continuent à exister. Nous avons le terme analyser, de faire de la recherche concernant ces problèmes, ça fait très longtemps, plus d'un siècle en fait. Et il y a eu 4 rapports principaux où on a parlé de la mauvaise relation entre les colonisateurs et les peuples autochtones et on fait des recommandations pour réparer ces relations. D'abord, le rapport Hawthorne de 1966, après le rapport Penner de 1983 et ce que les gens connaissent plus de nos jours, c'est la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996 et bien évidemment la Commission de vérité et de réconciliation de 2015. Il faut reconnaître ces variations et ces recommandations et tous ces outils reflètent les périodes de temps où ils ont été produits, mais tous ces rapports parlent de soutenir les peuples autochtones pour promouvoir et tous ces outils reflètent les périodes de temps où ils ont été produits, mais tous ces rapports parlent de soutenir les peuples autochtones pour promouvoir l'indépendance et le bien-être qui doit être rétabli, la santé qui doit être restaurée, tout cela ayant à voir avec la gouvernance, les enjeux intergouvernementaux. Et l'on doit mentionner le traumatisme intergénérationnel qui continue à affecter la santé des peuples autochtones au Canada. Donc, nous avons la fortune, la grande fortune de faire ce travail aujourd'hui au Canada. Post-vérité et réconciliation, nous sommes dans un contexte par où beaucoup de différents secteurs sont en train de travailler ensemble pour voir quoi faire et appeler de faire des changements et de rendre hommage aux Autochtones. Je pense que c'est important aussi de reconnaître que ceci se passe dans le contexte d'une reconnaissance accrue des impacts associés aux tendances démographiques nationales. Ce que cela veut dire, c'est que le long de la colonisation, les populations autochtones à travers le Canada ont été réduites de presque 90%, un collapse massif dû à des maladies et d'autres choses. Et aujourd'hui, nous voyons que les populations autochtones rebondissent de façon incroyable. Si nous regardons le recensement de 2016, nous voyons qu'il y a à peu près 1,7 million 1,7 million d'Autochtones au Canada et c'est la population qui est en train de croître le plus vite possible. De 2006 à 2016, la population autochtone a cru de 42,5% plus que les autres populations. Presque, disons, une croissance exponentielle, 42,5%. Et ce qu'on remarque aussi par rapport à cette population, c'est qu'elle est incroyablement jeune. L'âge moyen au Canada des Autochtones est de 32,1 ans, qui est presque une décennie plus jeune que la population non autochtone. Et donc, nous devons nous demander, est-ce que nous voulons que cette population en croissance soit saine, soit soutenue, puisse aborder les traumatismes qui ont posé tellement de défis? Et bien évidemment, la réponse est oui. Maintenant, je vais axer la conversation autour de Toronto, d'Ontario. D'abord parce que c'est là où je suis pour faire le webinaire, mais c'est intéressant de remarquer aussi que l'Ontario a la plus grande quantité de peuples autochtones parmi les provinces. 374 000 personnes qui vivent en Ontario qui sont autochtones. Et quand on regarde Toronto spécifiquement, à peu près 20% de la population autochtone de l'Ontario
vit à Toronto. Donc, Toronto compte la plus importante population autochtone en milieu urbain en Ontario et la quatrième la plus importante au Canada. Et il y a un historique très profond de diversité autochtone ici à Toronto et beaucoup de fils de ces cultures existent encore au sein de la communauté, parmi les aînés, les gardiens des connaissances et d'autres organismes à Toronto. Des connaissances autochtones pour aborder les traumatismes avec une perspective autochtone. Alors, je pense que la pratique autochtone tenant compte des traumatismes présente une voie pour la réconciliation et je voudrais vous l'expliquer. À l'heure actuelle, tout d'abord, on reconnaît de plus en plus que les instruments et les approches autochtones peuvent profiter à l'ensemble des Canadiens. Il ne faut pas être occidental pour aller chez le dentiste et la pratique autochtone tenant compte des traumatismes peut profiter à tout le monde si on apporte des outils et des approches concrètes de ce genre à notre travail. Nous reconnaissons et respectons l'impact contemporain du traumatisme intergénérationnel. Cela nous permet de voir les problèmes de différentes façons et trouver des solutions plus signifiantes et holistiques. Et je pense qu'une approche autochtone tenant holistique et je pense qu'une approche autochtone tenant compte des traumatismes reconnaît aussi qu'une grande partie des traumatismes au Canada aujourd'hui est résultat de l'historique de la colonisation et que nous soyons autochtones ou pas, nous récupérons une partie de cela. Nous allons parler un peu de comment cela se passe. Donc, je pense que si nous pouvons ajouter des outils et des approches à notre trousse d'outils, cela ne doit pas être la seule chose que nous utilisons, mais si nous les ajoutons à notre pratique d'outils, plutôt notre trousse d'outils, cela nous permet d'avoir de meilleurs résultats avec les peuples autochtones et non autochtones qui ont été atteints de traumatisme dans le travail. Alors, parlons un peu des approches autochtones à l'égard des traumatismes. Parler un peu de traumatismes vécus indirects et intergénérationnels et comment cela est compris de façon différente avec la perspective autochtone et comment cela est compris de façon différente avec la perspective autochtone. Maintenant, le traumatisme vécu est un traumatisme que nous subissons directement dans notre vie. Nous parlons d'intimidation, de pauvreté, de maltraitance ou violence familiale, de toxicomanie, du retrait par un organisme de protection de la jeunesse, de racisme. Donc, un événement direct qui affecte nos expériences vécues. C'est ça le traumatisme vécu. Je pense que c'est aussi très important de comprendre les traumatismes indirects comme étant ce que nous récupérons des personnes qui nous entourent au jour le jour. Et beaucoup de praticiens ayant à voir avec les traumatismes autochtones parlent de comment nous récupérons les traumatismes autour de nous et nous vivons des temps très emballants parce que beaucoup de choses que les approches autochtones disent sont en train d'être... alors, par exemple, la neuroscience peut désormais expliquer comment cette situation survient sur le plan physiologique au moyen de systèmes des neurones miroirs, donc la contagion sociale et émotionnelle. Par exemple, si on rentre dans la salle, il y a un collègue qui est très contrarié et très fâché, on peut, disons, récupérer cette émotion et avoir un impact sur les circuits dans notre cerveau et on peut récupérer une partie de ces émotions, n'est-ce pas? Donc, l'émotion, les traumatismes peuvent être indirects. On ne doit pas forcément vivre un traumatisme directement pour être impacté par ce traumatisme. Et cela est vraiment montré par de différents exemples. La violence familiale. Il y a un enfant où il y a la violence familiale à la maison. Ce n'est pas l'enfant qui est en train battu, mais quand même, il est en train d'être traumatisé parce qu'il voit de façon indirecte. Et il y a des choses physiologiques, nous savons maintenant, qui se passent dans le... Et il y a des choses physiologiques, nous savons maintenant, qui se passent dans le cerveau dû à cette expérience du traumatisme indirect. Donc, il y a des composantes au traumatisme direct et indirect. Du point de vue des Autochtones, peut-être vous auriez entendu parler du fait que les gens autochtones parlent de toutes nos relations. C'est quelque chose de très commun qui est utilisé par les Autochtones de l'Amérique du Nord. Nous sommes donc très branchés à
toutes nos connexions et du point de vue autochtone, cela ne se limite pas seulement aux gens qui nous entourent, mais aussi aux plantes, aux animaux, à la terre, à l'esprit. Du point de vue du Weltanschauung des autochtones, nous sommes branchés à tout ce qu'il y a autour de nous. Et cela a des implications par rapport à comment les autochtones comprennent les traumatismes comme étant quelque chose qui existe autour de nous, non seulement chez les gens, mais aussi les plantes, les animaux, le péter de façon très différente. Les ressources sont retirées, le bois est retiré, c'est très traumatique. Il y a un traumatisme indirect là qui vient en fait du territoire même. Et donc, nous pouvons voir l'impact que cela a sur les personnes autochtones. Donc, nous avons les traumatismes vécus, les traumatismes indirects, mais bien évidemment, nous avons les traumatismes intergénérationnels. Et le terme intergénérationnel a été utilisé tout d'abord par les survivants de l'Holocauste. Et les gens ont commencé à subir des choses que leurs parents et leurs grands-parents ont vécues, même de l'autre côté des océans. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes faites dans les années 50 et on continue aujourd'hui. On comprend que les survivants de l'Holocauste et des pensionnats indiens subir des choses que leurs parents et leurs grands-parents ont vécues, même de l'autre côté des océans. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes faites dans les années 50 et on continue aujourd'hui. On comprend que les survivants de l'Holocauste et des pensionnats indiens, des descendants d'esclavage, des gens qui viennent d'un passé compliqué, portent ce traumatisme intergénérationnel en eux. Et maintenant, encore une fois, la science occidentale où l'approche occidentale a tendance à mettre l'accent sur des choses différentes. L'approche occidentale du courant principal se focalise sur l'impact physiologique des traumatismes intergénérationnels. Et il y a de la recherche très intéressante qui est en train d'être faite sur l'héritage épigénétique, c'est-à-dire il y a un impact génétique sur les gens qui viennent de familles où il y a beaucoup de situations de traumatisme. Les peuples autochtones ont commencé à comprendre les traumatismes intergénérationnels comme quelque chose qui est beaucoup plus holistique, au-delà du côté physique. Oui, il y a un impact physique, mais avec tous les défis qui viennent avec le traumatisme intergénérationnel, il y a aussi ce que les peuples autochtones appellent le savoir intergénérationnel. Il y a une résilience, il y a des choses importantes qui viennent avec ce savoir intergénérationnel, des choses desquelles nous parlerons dans une minute. Alors, je pense que nous en sommes à un moment très intéressant où le traumatisme se trouve à l'intersection des connaissances autochtones et de la neuroscience, où nous pouvons prendre la neuroscience et les connaissances autochtones, utiliser ces traditions de connaissances et mobiliser des outils et des approches envers le traumatisme, qui nous aident à développer des meilleurs résultats chez les personnes avec lesquelles nous travaillons. Du point de vue autochtone, le traumatisme est quelque chose de collectif de façon inhérente, dû à la façon dans laquelle nous sommes branchés à toutes nos relations. Nous ne vivons jamais un traumatisme tout seul. C'est toujours branché à d'autres personnes, à d'autres sites. Et dû au fait que c'est quelque chose de collectif, c'est aussi adaptatif, c'est aussi axé sur la terre, c'est aussi une source de savoir expérientiel de façon très dynamique. Tout cela nous branche à toutes nos relations du point de vue autochtone. Donc, nous travaillons dans des établissements cliniques ou non cliniques et à travailler avec des personnes affectées par les traumatismes. Je pense que cela a beaucoup de valeur de comprendre que ce n'est pas une condition individuelle. On regarde les choses de cette façon très ample. Je pense que cela nous aide à interagir et aborder les choses de façon plus efficace. Alors, je dirais qu'à la jonction des approches autochtones et occidentales, nous pouvons observer qu'aborder les traumatismes par l'entremise de moyens cliniques et non cliniques exige une pensée systémique tenant compte des traumatismes, n'est-ce pas? Alors,
Quand on prend en considération ce contexte et on prend en considération l'approche au traumatisme qui vient de beaucoup de cultures autochtones, je voudrais parler maintenant de la pratique autochtone tenant compte des traumatismes. Comment développer une optique autochtone tenant compte des traumatismes et l'utiliser. Je vais parler de deux programmes différents qui le font aujourd'hui. Une optique autochtone tenant compte des traumatismes et l'utiliser. Je vais parler de deux programmes différents qui le font aujourd'hui. Dans ces conversations où je partage des approches et des outils, je ne l'ai jamais fait en ligne où je ne peux pas interagir avec les gens, mais sentez-vous libre de me dire si lors de la période des questions, si tout cela est en train de vous aider. Alors, une optique autochtone tenant compte des traumatismes nous force à reconnaître qu'il y a des traumatismes vécus, indirects et intergénérationnels dans nos lieux de travail. N'importe où nous travaillons, chez nous, nos milieux de travail, nos communautés, le traumatisme est une partie de la vie. Je pense qu'il y a aussi une façon de rencadrer les choses quand on regarde les traumatismes avec une perspective autochtone. Parce qu'une partie de l'approche autochtone au traumatisme est de reconnaître aussi que c'est quelque chose que nous devons aborder et surpasser. Le traumatisme est aussi une occasion de faire des choses, non seulement un défi, parce que quand nous nous rappelons du traumatisme comme quelque chose de collectif, d'adaptatif, d'accès sur les terres, d'expérientiel et qui nous relie à toutes nos relations, il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent nous mener à notre bien-être, à notre mieux-être, non seulement du point de vue de ceux qui subissent les traumatismes, mais aussi les professionnels qui leur donnent du soutien. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de décoloniser et d'autochtoniser nos instruments et nos approches pour créer un espace pour la pratique autochtone tenant compte des traumatismes. Et une partie de ce processus nous exige de penser de façon différente au traumatisme, à notre façon de communiquer les traumatismes. Donc, un outil que nous utilisons parfois quand nous parlons de comprendre de façon autochtone les traumatismes, c'est le programme de thérapie axé sur la focalisation sur les autochtones. Je vais faire ceci pour la première fois de façon virtuelle, mais regardez, une seconde, un citron. Nous avons tous une relation historique avec un citron. Quand on regarde le citron, le lemon, vous regardez ce qui se passe dans votre corps. Quand je regarde ce citron, je peux presque sentir à l'arrière de ma bouche la salivation parce que je sais que le citron est incroyablement acide comme fruit, n'est-ce pas? Quand j'ouvre ce citron et je presse dessus et j'obtiens le jus, j'ai un sentiment encore plus fort dans mon corps. Maintenant, si on était tous assis ensemble dans cette salle en cercle et je tenais ce citron comme cela, et je le mordais, j'ai un sentiment encore plus fort dans mon corps. Maintenant, si on était tous assis ensemble dans cette salle en cercle et je tenais ce citron comme cela et je le mordais, incroyablement acide, beaucoup de semences. Et ce que nous savons, oui, c'est que les gens qui sont en train de me regarder à mordre ce citron et avoir une réaction à l'acidité, la même portion de mon cerveau qui a été activée chez moi avec ce citron est activée chez ceux qui me regardent. Donc, nous savons qu'à travers ce système des neurones miroirs, ce n'est pas seulement moi qui a mordu le citron qui aura cette réaction, ça sera aussi ceux qui me regardent. Donc, cela, je suis en train de mordre un citron, je vais survivre, bien évidemment. Mais si c'était un traumatisme physique ou autre, nous savons que de regarder cette interaction de façon indirecte, quoique c'est moi qui l'ai vécu, les autres seraient impactés de façon indirecte. Et avec la perspective autochtone, on voit qu'il y a quelque chose de négatif, une acidité comme réaction à mordre ce citron, mais il y a aussi un médicament
c'est fondé sur les données probantes. Il y a quelque chose de négatif, mais il y a aussi quelque chose de positif dans le citron. Donc, on l'utilise comme métaphore pour nous aider à comprendre les différentes étendues et focalisations des traumatismes vécus et indirects. Et il y a quelque chose d'intergénérationnel parce que les citrons sont cultivés, ça fait des générations et des générations. Sont cultivés, ça fait des générations et des générations. Donc, quand on a une expérience d'agriculture avec ce citron, on l'a aussi au niveau intergénérationnel. Donc, on peut faire des choses pour aider les gens de façon perspective. Je vais continuer. Maintenant, les approches autochtones à l'égard des traumatismes analysent les séquelles, n'est-ce pas? Et cela met aussi l'accent sur les traumatismes comme source importante de savoir expérientiel, c'est-à-dire la résilience, les stratégies de survie et de réussite et aussi les connaissances intergénérationnelles. Par exemple, quand on fait du travail avec les survivants des pensionnats indiens, par tout le côté négatif des pensionnats indiens. Il faut travailler à beaucoup de choses. Mais quand on regarde les outils et les approches autochtones et on parle du savoir expérientiel, on voit qu'à travers cette histoire de vie, il y a des stratégies très particulières qu'on a développées pour la survie. Donc, je veux parler maintenant un peu de la pratique autochtone tenant compte des traumatismes au niveau des pratiques cliniques et non cliniques. On voit que cette optique peut aider les peuples autochtones et non autochtones. Je vais parler de deux programmes maintenant que l'on a développé pendant les dernières décennies, que l'on utilise dans beaucoup de communautés au Canada et dans les États-Unis. On a commencé avec les communautés autochtones, mais on les utilise aussi pour des peuples et des organismes non autochtones et on voit qu'ils ont beaucoup de valeur de façon tangible. Je vérifie le temps, je ne veux pas dépasser le temps que j'ai. Alors, je veux parler un peu du programme de thérapie orienté mettant l'accent sur les Autochtones qui a été développé au cours des 30 dernières années. On a changé aborigène à autochtone. Ma mère l'a développé. J'ai grandi en fait dans un foyer d'une mère métis qui a subi la maltraitance, les pensionnats, qui a été adoptée par des foyers d'accueil et éventuellement a développé l'un des programmes concernant les traumatismes complexes, concernant le savoir et l'être et a voyagé à de différentes communautés de réserve et a appris sur ce programme et a commencé à l'enseigner au Canada et dans les États-Unis. Ce programme est un programme clinique axé aux cliniciens et consiste de 7 modules de 3 jours qui accordent une certification en psychothérapie autochtone aux cliniciens préexistantes qui existe, ça fait des années. Et quand Shirley a développé son propre style de thérapie, quelqu'un a dit « Ah, tu fais la thérapie orientée ». Elle a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de le faire. Maintenant, ce modèle clinique,
on enseigne 7 modules le long d'un an et se concentre beaucoup à donner des compétences cliniques autour de traumatismes fondés sur la Terre, se concentre sur créer un espace avec les clients où on peut se brancher à la Terre, au corps, pour comprendre le fait que les connaissances concernant le traumatisme viennent de nos ancêtres. On a développé à se brancher à la terre, au corps, pour comprendre le fait que les connaissances concernant le traumatisme viennent de nos ancêtres. On a développé des équipes au Canada et dans les États-Unis et en ce moment, on est en train de le certifier à travers le Justice Institute of British Columbia à Vancouver. J'ai mis le lien au bas si vous voulez voir davantage d'informations concernant cette thérapie orientée mettant l'accent sur les Autochtones. On a une façon de comprendre les choses de façon holistique, fondée sur la terre par rapport au traumatisme. Et je veux que vous sachiez donc qu'il y a des modèles cliniques, mais comme il s'agit plutôt de la pratique autochtone tenant compte des traumatismes et non seulement et non pas tellement de programmes cliniques, je veux vous dire qu'il y a quelques années, j'ai comme pour aborder les traumatismes. À l'époque, désolé, à l'époque, je travaillais en Colombie-Britannique. Le citron, alors là. Donc, je travaillais à Vancouver au service pour les enfants et les familles à Vancouver, où il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui avaient perdu des familles autochtones parce qu'il y a trop de familles autochtones pour le travail social. Ils n'avaient pas d'approche tenant compte des traumatismes qui venaient de la façon de comprendre les choses au niveau autochtone. Et j'ai compris que dans mon travail social, tous les agents de police, les enseignants, beaucoup de personnes avec lesquelles nous travaillons n'avaient pas ces outils. Et donc, Shirley et moi-même et plusieurs autres personnes, nous nous sommes branchés avec la communauté de thérapie orientée mettant l'accent sur les Autochtones. Et on a compris qu'il fallait faire quelque chose de pratique pour ceux qui n'étaient pas des cliniciens, mais des gens qui devaient comprendre comment travailler avec les traumatismes. Et on a développé avec cela un programme de 3 jours non cliniques qui se concentre sur développer des approches concrètes pour travailler avec les traumatismes d'une perspective autochtone. Donc, rien de théorie, mais plutôt comment puis-je, dans mon travail, mobiliser la pratique autochtone tenant compte des traumatismes pour prendre soin de moi-même, de mon bien-être, le bien-être des personnes avec lesquelles je travaille et atteindre de meilleurs résultats. Donc, ça fait à peu près 6 ans que nous avons développé ceci et je l'enseigne à travers l'Amérique du Nord et on fait ceci et je l'enseigne à travers l'Amérique du Nord et on l'a beaucoup fait avec des travailleurs sociaux, on l'a fait avec des gens avec les gens qui travaillent au sujet des femmes disparues et assassinées au Canada, des gens qui ont à voir, par exemple, les coroners, les enseignants, on l'enseigne à l'école, les professionnels de soins de santé, et on le fait beaucoup pour les services aux enfants et aux familles autochtones aussi. Donc, ce programme de 3 jours consiste en 6 paniers de connaissances qui se développent en une demi-journée. Et donc, il y a 2 journées de programme, n'est-ce pas? 3 journées, pardon. Et comme c'est difficile de le faire à travers du webinaire, je vais parler. Il y a des vidéos instructionnelles aussi, si vous voulez tout simplement regarder et déterminer si cela peut vous aider à votre pratique. C'est l'espoir, bien évidemment, qu'on puisse tous utiliser cette pratique autochtone tenant compte des traumatismes pour rehausser notre travail. Donc, ceci nous aide à comprendre qu'on peut
être assis à travailler avec les traumatismes. Et par exemple, il faut voir comment bouger notre corps, comme il y a des traumatismes indirects aussi. Et nous savons que quand les gens sont très traumatisés ou sont vraiment très affectés, un agent de police, un travailleur social, quelqu'un est en train de crier sur vous, il y a des outils de base qui se concentrent sur comment bouger notre corps et où mettre notre corps quand il y a un traumatisme très chargé. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites et on sent cette expérience en salle de classe. Il y a quelqu'un qui est tenté. On sent cette expérience en salle de classe. Il y a quelqu'un qui est en train de crier et il y a le traumatisme qui sort et vous êtes dans la salle. Il y a un grand impact sur vous comme personne du point de vue du soin sur votre même et que si vous êtes à côté de la personne, vous êtes de côté, ça se sent très différent. Alors, beaucoup d'outils que nous utilisons impliquent des choses aussi simples comme où nous positionner quand on est en train de travailler avec un environnement concernant les traumatismes. Et cela retourne à beaucoup d'outils et d'approches autochtones parce que les peuples autochtones font tout dans un cercle. Ils sont assis l'un à côté de l'autre et non pas un face à l'autre. Donc, il y a des façons de nous positionner pour nous assurer de ne pas récupérer tellement de traumatismes indirects comme nous le pourrions. Et un panier à avoir avec le soin de soi-même, et un panier à avoir avec le soin de soi-même et comment positionner notre corps de façon correcte. Et beaucoup d'outils autochtones impliquent la médecine. On travaille avec des cailloux, et à cause de la philosophie, toutes mes relations dans l'approche autochtone, on peut comprendre que les petits cailloux, le cèdre, etc., tout peut nous aider à nous enraciner. On peut utiliser pour se nettoyer d'un traumatisme indirect qu'on a récupéré. C'est incroyable. Mes 2 premiers mois à Native Child and Family Services, on a eu un groupe de membres communautaires en dehors de notre bureau qui étaient extrêmement contrariés à cause de la surreprésentation des peuples autochtones dans le bien-être des enfants au Canada. Ils étaient contrariés, ils ont senti qu'il n'y a pas assez au Canada, ils étaient contrariés, ils ont senti qu'il n'y a pas assez de fonds pour résoudre cet enjeu et ils voyaient Native Child comme un espace où ils pouvaient partager ces idées. Alors, je suis devenue directeur exécutif, je suis descendue parler avec eux. Je me rappelle que j'étais dans une conversation avec ce monsieur qui, évidemment, portait beaucoup de choses. Il était tellement contrarié, me criait dessus. La situation était tellement chargée que j'ai pensé à un certain moment qu'il allait me battre. Mais je me suis mis de côté et j'ai laissé le traumatisme passer et il ne se tranquillisait même pas quand il était en train de parler. Dans ma poche, j'ai un petit caillou et j'ai sorti ce petit caillou. Et c'est drôle parce que ça faisait 2 jours qu'on voyait ces protestes, il y avait ces réunions communautaires, personne ne pouvait résoudre la situation avec les conversations. J'ai donné ce caillou à ce monsieur et on était là à s'embrasser sur College Street derrière la station de police. Après, il m'a laissé partir et toute la situation a changé. Et du point de vue d'une approche autochtone, quand je récupère un caillou, j'en ai pas apporté aujourd'hui, je vous demande pardon, mais fréquemment, quand je suis en salle avec beaucoup de gens qui ne sont pas autochtones, je tiens un caillou et les gens disent, c'est quoi ça? Bon, ils disent, c'est une roche. C'est quoi une roche? Qu'est-ce que c'est qu'une roche? Ben, c'est des sédiments qui sont comprimés. Je dis, OK, mais c'est pourquoi la roche? Alors, les gens disent, ben, comme outil, il y a des choses, des façons canadiennes du courant principal pour comprendre les choses. Mais du point de vue autochtone, si je suis dans une communauté autochtone au Canada et je suis avec les aînés et je leur demande, c'est quoi? On appelle ça un grand-père. Et je dis, ça sert à quoi? Ah ben, ils disent, c'est pour le bien-être et pour la guérison. Nous sommes dans ces situations de sueur pour se purifier. Pour se purifier, on comprend que ces cailloux sont pour la guérison, pour le mieux-être. Et
une proteste aurait pu résulter dans quelque chose de beaucoup plus grave, mais cela a été résolu. Il a été descendu de sa situation élevée et traumatique et il s'est calmé et on s'est regroupé en 1 heure. Donc, on utilise ces outils autochtones comme quelque chose de très transformateur de façon quotidienne. On utilise aussi une activité avec le cèdre parce que le cèdre, quand on le sent, tranquillise beaucoup les gens quand ils sont dans des états élevés de traumatisme. Et un de nos instructeurs était au nord de la Colombie-Britannique à marchant quand ils sont dans des états élevés de traumatisme. Et un de nos instructeurs était au nord de la Colombie-Britannique à marcher avec un jeune homme. Il y avait eu plusieurs suicides de jeunes dans sa communauté. Ce jeune homme se sentait très suicidaire et son conseiller était en train de marcher avec lui et il a tiré une branche de cèdre et lui a dit « Je veux que tu tiennes cet arbre de cèdre et que tu te branches avec cette idée de suicide et je veux que tu tires un petit bout de ce cèdre et que tu me dises combien de ce sentiment de suicide appartient à quelqu'un d'autre et laisse-le aller. » Alors, il a brisé une pièce, il était un adolescent, il a dit, bon, ceci appartient à mon ami qui est décédé, ceci appartient à ma mère. Et il a fait toute une liste des membres de la communauté qui, de façon indirecte, étaient en train de détenir cette idéation suicidaire parce qu'on rendu compte du fait qu'une grande partie de ce qu'il portait appartenait à d'autres personnes de la communauté et non pas à lui. Et c'était pas lui qui était suicidaire, c'était sa communauté. Et donc, sa réaction était très différente. Il ne voulait plus se tuer. Il voulait que se brancher à sa communauté et l'aider. Et c'est ce que je veux dire quand je parle du fait que le traumatisme est collectif du point de vue de la perspective autochtone. Il faut utiliser ces outils autochtones. Et ça a l'air concret que de marcher dans la rue avec un petit bout de cèdre ou avec un caillou dans la poche ou d'avoir un citron que l'on porte avec soi pour expliquer le côté fondamental et intergénérationnel du traumatisme. Donc, les outils autochtones font cela exactement. Pendant 3 jours, dans ce programme, on fournit de différents outils et approches qui peuvent démobiliser et dans des situations autochtones et non autochtones, la situation de traumatisme. Je veux dire aussi, situation autochtone et non autochtone, la situation de traumatisme. Je veux dire aussi que nous apportons les outils autochtones. On les a apportés à New York il y a quelques années et la communauté noire et hispanique l'a pris. Il y a aussi du traumatisme intergénérationnel qui est branché à des choses complètement différentes et ces outils ont été adaptés pour ces communautés de façon très efficace. Donc, j'espère pouvoir fournir des outils autochtones qui supplémentent des boîtes d'outils, des trousses d'outils existantes et les utiliser au sein de nos communautés et habiliter ces communautés pour faire le travail qui doit être fait. OK. Je veux laisser du temps pour les questions, donc je vais parler rapidement des dernières diapos. Donc, étant donné tout ce qu'on a déjà dit, la pratique autochtone tenant compte des traumatismes, selon moi, nous défie ou nous demande de commencer à utiliser la pensée systémique autochtone tenant compte des traumatismes, parce que cela nous met au défi de faire preuve d'un esprit critique envers la mesure dans laquelle nous gérons efficacement les séquelles et les coûts associés au traumatisme complexe en tant que directeur exécutif, dans le contexte du bien-être des enfants autochtones, ma capacité d'être affectée, la capacité de mon organisme d'atteindre les résultats que nous voulons atteindre avec les enfants et les familles autochtones exige du travail efficace à travers les systèmes. Ça exige aussi la police, les enseignants, les fournisseurs de soins de santé, tous les systèmes qui touchent les enfants et les familles avec lesquels nous travaillons. Et toutes ces personnes doivent prendre plutôt compte des traumatismes. Et ici, à Toronto, on travaille à cette pensée systémique intégrée pour être plus efficace, non seulement dans le travail que nous faisons,
mais aussi du point de vue des coûts associés à ces traumatismes. Je pense que les traumatismes ont une nature interconnectée et cela nous donne déjà un modèle d'innovation que nous devons utiliser pour cheminer dans les systèmes et l'intégration de l'ensemble des secteurs. Donc, j'espérais que les gens à travers le Canada, dans tous les secteurs, puissent penser à comment nous regrouper et partager un modèle possible pour mieux travailler et atteindre de meilleurs résultats avec les enfants et les familles. Attendez. OK. Alors, on a donc un travail qui reconnaît et aborde l'historique du pays et le contexte dans lequel le traumatisme continue à s'introduire dans le contexte. Et c'est de là que l'on l'appelle réconciliation. C'est-à-dire, il faut reconnaître des approches autochtones au Canada. Il y a des gens qui viennent des peuples autochtones et autres. Et quand on regroupe les outils, on peut faire un projet national de réconciliation. Et nous devons pouvoir nous prouver notre efficacité. Donc, la pratique autochtone tenant compte des retraumatismes correspond à la réconciliation, étant donné que l'optique nous oblige à reconnaître un contexte historique et contemporain plus large. Elle nous force à reconnaître les façons de connaître et d'être des Autochtones. Et je veux finir par dire que je pense que les instruments et approches autochtones en matière de pratique tenant compte des traumatismes vraiment font une très, très grande différence dans les vies, non seulement des personnes que nous desservons, mais aussi dans les vies des gens qui fournissent ces services, parce qu'il y a l'épuisement professionnel, parce que les soins de soi-même sont tellement importants. Donc, nous devons utiliser ces outils parce que cela va bénéficier toute la communauté finalement. Et on va tous être contents d'avoir l'occasion de desservir. Donc, je veux vous remercier de m'avoir prêté attention aujourd'hui. Je veux dire miigwech, de m'avoir permis de partager une partie du travail que je fais. Si vous avez des commentaires ou des questions à poser, je vous remercierai beaucoup. De services dans des communautés non autochtones pour parler de comment ce traumatisme nous affecte. Très bonne question. Beaucoup des écouteurs savent qu'il y a beaucoup de formations en ce moment à travers le Canada par rapport aux compétences culturelles autochtones. C'est important de comprendre quel est votre point de départ au sein de votre organisme ou de votre communauté. Si vous avez besoin des connaissances historiques et de comprendre la raison pour laquelle les choses sont pertinentes, je recommande le programme SANIAS, qui est un programme de la Colombie-Britannique que la province de l'Ontario et d'autres provinces sont en train d'utiliser. C'est en fait l'une des formations en ligne que les gens peuvent faire. C'est modéré, c'est 8 semaines avec un instructeur qui vous guide à travers beaucoup de conversations. C'est 8 semaines avec un instructeur qui vous guide à travers beaucoup de conversations. C'est un programme de formation de compétences culturelles de 8 semaines. Si vous êtes à Toronto, il y a les centres d'amitié autochtones qui ont
des formations historiques. Mais si vous voulez développer à partir d'une base qui a déjà été établie et vous voulez développer les outils de pratique autochtone tenant compte des traumatismes, je pense qu'Indigenous Tools for a Living sont l'un des meilleurs qui existent en ce moment. OK, je vais... Nathalie, tu demandes davantage d'informations concernant le programme. Alors, veuillez bien contacter Pearl qui a organisé le webinaire. Et elle ou moi pouvons vous fournir l'information concernant la formation sans doute. Comme personne non autochtone, les outils que vous avez mentionnés, les rochers, le cèdre, comment utiliser donc ces outils concrets? Il y a des protocoles. Du point de vue autochtone, si vous choisissez le cèdre ou une plante, je pense, et si vous avez des aînés et des gardiens des connaissances au sein de votre communauté, c'est toujours bon de vous brancher au niveau local. Mais des choses que j'ai reçues, donner un don de tabac ou de cigarettes. Vous prenez un petit peu de tabac, vous le mettez à la base du cèdre et vous le remerciez d'avoir pris ce médicament. Désolé, inaudible pour l'interprète. Et aussi, quand on a un regroupement de grands-pères, désolé, problème technique, inaudible en cabine. Je recommande de vous brancher avec les aînés parce qu'il y a beaucoup de diversité autochtone. Donc, peut-être vous pourriez créer des relations de ce genre. Cela vous aiderait. Est-ce que vous voyagez pour fournir cette formation de 3 jours? Je veux dire que ce n'est pas ma formation de 3 jours. Ça appartient à la communauté autochtone et il y a un réseau de plus d'une douzaine de formateurs à travers le Canada. Ça se passe en ce moment à Toronto, à Moose Factory en Ontario, au nord de la Colombie-Britannique, dans 6 ou 7 communautés où cela est en train de se passer au Canada et dans les États-Unis. Et je serais content de vous brancher avec quelqu'un si vous êtes intéressé à explorer Indigenous Tools for a Living. Il y a aussi une formation qui est en train d'être donnée à Toronto à la fin du mois. S'il y a quelqu'un qui soit intéressé, le 25, 26 et 27 avril, au Native Canadian Center of Toronto, il y a des outils autochtones pour les gens qui se trouvent à Toronto ou voudraient voyager à Toronto. Prochaine question. C'est une recommandation pour la formation autochtone. Alors, si vous avez des questions, je serai content de vous les répondre. Quel est le plus grand défi, selon vous, à mettre en œuvre la pratique avec les gens que vous avez mentionnés, comme les enseignants, la police, etc.? Bonne question. On a eu de différents défis. Ça dépend du groupe avec lequel nous sommes en train d'interagir. Mais fréquemment, l'un des plus grands défis, désolé, inaudible en cabine. Le programme duquel nous parlons est fondé sur le jeu de rôle. Et au début, on dirait que ça a l'air un peu sot. Par exemple, récupérer un petit caillou
pour absorber le traumatisme. Ça a l'air un peu sot, mais une fois que le groupe s'engage et essaie l'outil, ils peuvent le sentir de façon expérientielle. Et ça, c'est le premier saut SAUT quand on essaie les outils. Et à la fin des 3 jours, les gens ont vraiment changé leur état d'esprit et ont compris comment les outils peuvent être avantageux non seulement pour eux, mais pour d'autres personnes avec lesquelles ils travaillent. OK, alors. Donc, je veux vous remercier et pour votre attention. Je suis content de me connecter avec qui que ce soit après cela et je vous remercie de l'occasion d'avoir partagé. OK. À travers de la fenêtre de clavardage, nous voulons savoir qui nous a écoutés et nous vous remercions beaucoup.